Le FC Metz a retrouvé les chemins de la Ligue 1 et a clôturé la phase aller avec un match nul sur la pelouse du FC Lorient, non sans quelques sueurs froides après match. Après quelques jours de repos, retour sur l'actualité que vous avez peut-être manqué entre les fêtes. Au programme, Coupe d'Afrique des Nations, Mercato ou encore départ à la retraite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre premier Grand Limac de l'année 2026. L'occasion pour moi de vous souhaiter les meilleurs vœux possibles pour cette année à vous qui nous regardez, mais aussi à ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. Et oui, on ne change pas une équipe qui gagne, même entre 2 années. Ils sont avec moi pour parler de l'actualité du FC Metz. On commence notre tour de table avec Stéphane Borbiconi. Salut Aymeric, salut à tous et bonne année. J'espère que tu as bien fêté, tu as été gâté à Noël. J'ai été gâté, j'ai bien fêté, oui. C'est tout ce qu'il faut, j'avais pas besoin de plus. Face à toi, ils sont deux. Bertrand Antoine est avec nous. Meilleurs vœux Aymeric, meilleurs vœux à vous, puis meilleurs vœux aux téléspectateurs. Et à tes côtés, Arthur Carmier, t'es là pour fermer la boucle du jour. Bonjour et bonne année à tous. On va également avoir une pensée pour toutes les victimes de l'incendie de Crans-Montana, dont Tyrese Dos Santos, le jeune joueur du FC Metz. On espère évidemment que le meilleur rétablissement possible à tout le monde. On espère aussi que les prochains jours seront bien meilleurs que ceux qui l'ont été récemment. Nous, on va commencer tout de suite avec la première partie de cette émission. Vous en avez l'habitude, ça n'a pas changé, c'est le journal de la Ligue 1. Et oui, ce match de la 17e journée, c'était le premier match de l'année 2026 pour le FC Metz, mais le dernier match de la phase aller. Oui, je sais, c'est pas forcément évident. Un but partout entre les deux équipes. Stéphane, dans l'état actuel de l'équipe et quand on regarde le classement, ce 1-1, c'est une occasion manquée ou un point précieux ? Aymeric, si tu m'avais posé la question avant le match, je t'aurais répondu que c'était un bon point à l'extérieur, face à une équipe qui est dans une dynamique plutôt positive, qui a bien fini l'année de 2025. Étant donné qu'on est dernier au classement, tu prends un point contre n'importe quelle équipe, ça peut être perçu comme un résultat favorable. On stoppe l'hémorragie, c'est-à-dire les défaites, l'enchaînement de défaites de la fin d'année 2025. Maintenant, compte tenu de la physionomie du match et du déroulé, je pense que les joueurs ont des regrets parce que c'est une rencontre que globalement tu maîtrises jusqu'à la 74e minute et l'erreur de Traoré qui rebat les cartes et change la donne. Et alors que jusque-là, Lorient n'était pas trop dangereux. Il y a eu le poteau, certes, de Pagis, mais à mon avis, il y avait faute sur Deminguet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais après, on a vu un Lorient qui était endormi, le stade endormi, pas de pressing, ce qui faisait les affaires des Messins qui géraient relativement bien l'avance au tableau de marque. Et puis, on aurait même pu faire le break avec la frappe de Gauthier Hein, qui a été dévié par Silva. Donc voilà, globalement, des regrets. C'est un bon point quand même à l'extérieur. Et quand tu es dernier, malheureusement, il faut prendre plus de points que tes adversaires directs. C'était une occasion de revenir, je crois, à 4 points de Lorient, de recoller au Havre, recoller à Nantes, qui ont gagné de leur côté, donc qui creusent un peu l'écart et ils nous mettent 2 points un petit peu dans la vue sur cette journée-là. Et donc c'est ça, on ne peut pas se contenter, on ne doit pas se contenter d'un nul, même si c'est un bon point. On va regarder les statistiques de cette rencontre avec la position de balle légèrement en faveur du FC Metz, 57% contre 43%. Néanmoins, 16 tirs à 8 pour Lorient, 5 tirs cadrés à 2. Arthur, c'est vrai que quand on commence une nouvelle année, en général, on arrive avec de nouvelles résolutions. Quand on regarde le jeu du FC Metz sur ce match-là, on n'a pas vraiment vu beaucoup de différence avec ce qui s'est fait les dernières semaines. Oui, un FC Metz qui essaie quand même de jouer au foot, comme ça a été le cas pendant la première moitié de saison, mais malheureusement, tu as failli le payer en début de match si Pagis ne met pas ce poteau. Alors, c'est bien d'essayer de relancer propre, c'est bien d'essayer de produire quelque chose, mais il ne faut pas être trop arrogant non plus. Parce que si tu te mets en difficulté comme cela et que tu offres dès les premiers instants du match un but à ton adversaire, ce match, tu le perds peut-être. D'autant que le début de match il était plutôt en faveur des Lorientais qui, sans être ultra dangereux non plus, a eu quand même quelques situations assez chaudes. Heureusement, le but de Sadibou Sané est vite arrivé pour le FC Metz. Ça a remis un petit peu tout le monde sur une bonne dynamique. Mais
il y a ce craquage, malgré une maîtrise. Ça encore, c'est des choses qu'on avait vues pendant la première moitié de saison, avec un FC Metz qui est capable de maîtriser le jeu, qui ne se met pas à l'abri, certes. C'est difficile de faire le break à l'extérieur, mais qui relance son adversaire par ses propres erreurs. Le FC Metz n'a pas été, je pense, battu par le FC Lorient sur cette action-là. C'est Bouba Traoré, malheureusement, qui s'est rendu coupable d'une perte de balle et qui a vraiment relancé tout le match. Et derrière, quand tu vois la panique, la perte de balle d'Alpha Touré est peut-être encore plus dangereuse que celle de Bouba Traoré. Fort heureusement, ça fait 1-1. Alors, pour répondre à la première question, c'est un bon point, mais il y a des regrets, donc les deux, mon général. On va, avant d'écouter Bertrand Antoine, on va passer d'un coach à l'autre. On va écouter celui du FC Metz, évidemment, Stéphane Lemignan, qui est revenu un petit peu globalement sur ce qu'il s'est passé dans cette rencontre. On va voir s'il est plus ou moins d'accord avec cette notion de frustration, notamment. Ouais, déception. Dans le vestiaire, c'est déception. Il n'y a pas de joie, évidemment, parce que semblait contrôler le match. Deux choses que j'aurais dit, c'est que deux regrets. La première, de ne pas marquer ce deuxième but alors qu'il y avait des opportunités. On était très très bien dans le match, on contrôlait tout. Et puis cette petite erreur qui amène l'équipe de Lorient à égaliser. Voilà, c'est les deux choses importantes. Après, évidemment, il y a d'autres choses à voir au niveau technique, mais dans l'ensemble, c'est un match où on doit prendre 2 points de plus et malheureusement, on ne prend que 1. C'est vrai qu'à la fin, évidemment, ça pousse parce qu'ils ont égalisé, ça leur a donné beaucoup d'énergie, mais on voulait être plus solide par rapport aux dernières prestations à l'extérieur qui étaient très compliquées. On a cassé beaucoup de buts notamment. Et on a réussi à faire des choses aussi avec ballon intéressant. C'est positif, mais c'est pas assez. Bertrand, c'est positif, mais c'est pas assez. Ça répond bien à ce que tu as pu voir pendant ces 90 minutes ou pas ? Ouais, sentiment partagé. C'est le premier point à l'extérieur, c'est le premier nul du FC Metz cette saison. Donc, chez un adversaire, un concurrent, qui ne marque pas les points, mais comme l'a dit tout à l'heure Stéphane, malheureusement Nantes et puis Le Havre ont pris les points, donc ça ne fait pas nos affaires. Au vu du scénario, comme le disait le coach là, dans l'après-match, il y a des regrets. On stigmatise la perte de balle de Boubacar Traoré, certes. Maintenant, revoyez les images, c'est 6 défenseurs contre 2 l'orienté. Donc, je pense qu'effectivement, le départ et la perte de balle amènent le FC Metz à prendre ce but-là. Mais je pense qu'ils auraient pu mieux faire, en tout cas, sur l'aspect défensif, dans l'enchaînement qu'a pu faire Dieng. Voilà, donc bravo à lui, bravo à Lorient, parce que ça les a relancés, effectivement, comme le disait Stéphane tout à l'heure, sur une fin de match, alors que le FC Metz maîtrisait bien, surtout sur la deuxième mi-temps, sur l'entame de la deuxième. En première mi-temps, jusqu'au but, on n'était pas forcément, je dirais, dans... C'était assez monotone, assez mono-rythme. J'étais très marqué et j'ai regardé après le match du PSG. Bon, c'est peut-être pas la bonne... Bon, c'est les antipodes, mais bon... Est-ce que tu t'es mouillé la nuque? Ça reste de club de Ligue 1, attention. C'est notre championnat, donc voilà. Donc on regarde tout, et surtout on compare. Et ce qui est vraiment frappant sur le match de Lorient, mais ça a confirmé sur le match du PSG, c'est qu'on n'attaque pas la profondeur. Il n'y a pas d'appel dans la profondeur. Très peu, voire pas du tout. Et ça amène forcément un jeu stérile, parce que quand vous êtes en possession, les deux équipes, c'était un peu effet miroir. Les équipes se regardaient, bloc bas, allez, médian bas, je me fais des passes, et puis ça tourne. Mais il n'y a pas cette verticalité. C'était difficile pour les Messins de la trouver, parce que je trouve que Lorient le faisait bien, très groupé, très compact, très dense. Maintenant, si vous n'avez pas les appels pour le faire, alors là, ça devient très très compliqué. Et on avait des... Pardon ? Non, vas-y, je laisse finir. Et on avait débloqué la situation sur un coup de pied arrêté, avec après, je trouve, de la 20e jusqu'au but, plutôt une certaine maîtrise, même si le deuxième but n'est pas arrivé, malheureusement. Il aurait pu avec l'opportunité de Gauthier. Donc, ouais, de la frustration, et c'est pas suffisant au vu du scénario des matchs de cette journée-là. C'est vrai que tu parlais de trouver la profondeur. Il faut des fois aussi avoir les joueurs pour cela. On va jeter rapidement un coup d'œil sur la composition d'équipe de Stéphane Lemignan. Pas de grande surprise, on reste dans la continuité, notamment avec Maxime Collin côté gauche, Kofi Cola à droite. Seule petite nouveauté, évidemment, avec l'absence de Jean-Philippe Bama, Michel Mboula est aligné à côté de Sadibou Sané, dont on va très vite reparler. En attaque, Mbaye, Aïn Sitachvili
et Ibou Sané. Ça a été le choix du coach, remettre celui qui a marqué contre Bischheim en Coupe de France notamment. On a parlé de l'ouverture du score du FC Metz. Elle est signée Sadibou Sané. On va revenir sur le joueur juste après. Avant ça, Stéphane, c'est vrai que c'est une ouverture du score encore sur un coup de pied arrêté, pas dans le jeu. C'est pas vraiment ce qu'on voit beaucoup du côté du FC Metz en ce moment, même s'il y a eu les 2 buts face au PSG, on marque beaucoup sur coup de pied arrêté. Est-ce qu'il faut y voir une force assumée ou alors peut-être un aveu de limite offensif ? Une force à assumer, oui, parce que si on marque ce coup de pied arrêté, pourquoi s'en priver, c'est toujours bien. Maintenant, il ne faut pas que ça masque un petit peu aussi les carences offensives, et Bertrand l'a très bien dit. On manque de profondeur parce qu'on n'a pas des profils de joueurs qui peuvent forcément prendre la profondeur. On sait que Ibou Sané est très jeune et manque de vitesse, de puissance pour pouvoir prendre les défenses adverses de vitesse. Sur les côtés, on a un peu plus de vitesse avec Mba et Tchitchashvili, mais c'est vrai qu'on a un jeu un petit peu stéréotypé et qui a du mal à prendre de court les défenses adverses. C'est-à-dire qu'on a Gauthier qui décroche beaucoup, on a même Malik Mbaye qui décroche beaucoup, il n'a jamais réussi à prendre de vitesse la défense adverse, et les défenses adverses le savent, ils analysent notre jeu, donc ils savent très bien qu'ils vont bien défendre face au ballon, peut-être laisser des espaces dans le dos parce qu'ils ne seront pas forcément pris de vitesse. Même avec Habib, c'est un petit peu le cas aussi, parce qu'Habib, c'est un attaquant de fixation qui décroche, ou un attaquant de relais, une planche, on s'appuie sur lui, 1-2, et je demande par la suite. Donc c'est bien de marquer sur les coups de pied arrêtés, mais après dans le jeu, c'est vrai qu'on manque de consistance à l'approche des 30 derniers mètres, où on manque un petit peu de jeu combiné, on manque un petit peu forcément de prise d'initiative. Moi, ce qui me frappait, par exemple, quand on a joué Auxerre, qui n'est pas le PSG, qui n'est pas non plus... Mais ils appuient les attaques, c'est-à-dire qu'ils se portent vers l'avant, ils vont dépasser la fonction propre de leur rôle et de leur poste pour créer du surnombre. Et nous, on a un petit peu de mal, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression que les attaquants sont un peu esselés. On a Ibou Sané seul devant, il perd le ballon, ça revient. Et du coup, c'est un petit peu problématique. Alors, je ne sais pas si c'est une raison, mais le fait de prendre 3 buts par match, et surtout à l'extérieur, fait que, justement, peut-être que dans l'état d'esprit des joueurs, se dire je me porte vers l'avant, je me découvre, oui. Je ne sais pas, j'essaie de trouver une réponse à je voyais ce que tu Traoré se projeter, et souvent, même hier, quand je regardais le match, il était à côté d'Ibou Sané, quasiment en attaquant. Et je me disais... Attention aux équilibres et au marquage préventif, parce que si on perd le ballon, on a Deminguet qui est seul pour combler un petit peu les espaces et les déséquilibres. Collin ne se projetait pas beaucoup. Sur le côté, Kouao ne s'est pas projeté, ou très peu, par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire, parce qu'il avait un rôle. C'était en fait une animation défensive en 5-4-1 et une animation offensive en 4-3-3. Oui. Ou pour prendre Kofi Kouao. 4-5-1, moi je voyais un peu avec Gauthier, peut-être un petit peu plus sur la droite, mais moins Gauthier que 4-2-3. Quasiment dans le milieu. Moi j'ai pas vu ça. Défensivement, tu as raison, en tout cas je partage. Défensivement, il était positionné sur le côté droit, défensivement, dans un milieu à 4, 5-4-1. Oui. Par contre, quand on avait la balle, il était partout. Ouais. Gauthier, il dézonnait, il décrochait en bas, il allait à gauche, il allait à droite, donc il n'était pas excentré sur le... Pro match d'hier, il le fait quasiment tout le temps, il va s'exiler un peu à droite, et quand on récupère, il est un petit peu électron libre. Exactement, mais justement, c'est peut-être, quand tu es dans un 4-3-3, en possession, je parle, c'est bien d'avoir en fait les 2-10, là, à savoir Gauthier et Boubacar Traoré, un peu plus large, là, dans les zones libres. À Lorient, ils appellent ça les zones de lumière. C'est les zones entre la ligne des milieux et les lignes de défenseurs, dans des intervalles où tu es disponible. Et ça fait sortir les défenseurs là, ça crée de l'incertitude. Le problème, là, c'est que Boubacar, effectivement, tu as raison, lui, il était assez haut et proche d'Ibou Sané, et puis Gauthier était un petit peu partout, mais derrière, après, les appels de Tchitchashvili, je ne les ai pas vus, les appels de Malik Mba, je ne les ai pas vus. Le 4-3-3, si tu as les deux
qui vont se mettre entre les lignes, dans les interlignes dont tu parles, et ça permet de créer des espaces, de faire sortir les défenseurs adverses et de créer des espaces Dans le pour dos. un attaquant Exactement. qui va vite et qui prend ces espaces. Complètement. Et là, malheureusement, on l'a pas assez vu et on l'a pas trop vu. Mais ceci étant dit, défensivement, moi je trouve qu'on était quand même assez bien en place. Je rappelle qu'on est à l'extérieur quand même. Il ne faut pas Je attendre pense que c'était la FCMS priorité du match-là. qu'on ait 10 000 occasions et c'est même pas trop ce qu'on demande, de 10 000 occasions, de gagner, mener 3-0 à la 60e. On sait que c'est un match qui est serré, qui se joue sur des détails. Et je pense que l'équipe passera un cap le jour où on sera capable de livrer une prestation terne, comme Brest par exemple, mais de ramener des points. Et c'est pour ça, Un il peu faut... comme à Nantes, d'une certaine manière, même si le FCMS était un petit peu plus dans une certaine agressivité, moins dans le contrôle, mais... À Nantes, on a fait le match quasi parfait à l'extérieur. On ne prend pas de but, t'en mets 2, t'es solide défensivement. Bon, Nantes était aussi un peu à la dérive, mais je pense que oui, on passera un cap quand t'es capable de dire on n'a pas fait un match de fou, mais on a ramené 1 point ou même 3 points. On n'a pas pris de but, on a mis un vieux but sur corner. Enfin, quand je dis vieux but, je ne parle pas de Sadibou Sané, qui a un très beau but, mais un but de raccro, un penalty ou quoi, on ferme la boutique et on mène, et on gagne 1-0. Parce que le cumul de tout ça, en fin de saison, ça se paye. Les points qu'on perd, les regrets qu'on a, Brest, les pénaltys, etc. Donc ça, il faut réussir à gommer et trouver le bon équilibre entre attaque et défense. Peut-être que ce point à Lorient comptera. C'est vrai fin de que saison. peut-être qu'il va compter, on ne peut pas le savoir pour le moment. Bah, ouais. Déjà, vous me faites penser qu'il va falloir que je vous achète des tableaux Velleda et des feutres. Hein. Quand vous faites des compos tactiques et tout, je vous vois dessiner sur Et les des meubles. aimants. Vous voyez, des petits aimants aussi. Je vous achèterai Ouais, ça. pour Ça me donnera pour du Noël, La moi palette, j'attendais ça s'il au vous plaît. pied du sapin. mais je vous tu vois vois pas. dessiner là sur les meubles. Tu l'installes derrière l'écran de Borby, Allez, on puis, fera puis ça. on y va. C'était dans ma liste, hein, t'as pas vu. Il y en a des enfants à régaler pour le Père Noël. Arthur, très rapidement, c'est vrai qu'on a encore pas mal de choses à dire. Sadibou Sané, c'est vrai qu'on en a parlé. C'est un défenseur qui a marqué sur coup de pied arrêté, mais c'est un défenseur qu'on attendait au tournant. On en a parlé peut-être sur le départ, décevant sur la première partie de saison. Il a fait partie des flops. Là, il fait un match plein, on a envie de dire, virgule, enfin. Oui, il a eu sa chance, il l'a parfaitement saisi. Ça n'a pas été le cas lors de sa dernière titularisation, il a été plus en difficulté. Alors là, il va saluer Stéphane Le Mignon après son but. Est-ce que c'est sincère ou alors est-ce que c'est pour les caméras? On gardera l'image. Oh, Ça- qu'est-ce que tu insinues? Ça dépend si vous C'est êtes de la com, c'est ça? Si vous êtes bon esprit ou alors si vous êtes un petit peu tordu comme moi. Non, blague à part, c'est Moi, je très fais bien, c'est sincère. C'est très bien pour lui. Je pense que ça n'a pas été facile dans la tête pour lui, cette adaptation ratée, en tout cas sur les premiers mois, à la Ligue 1, parce qu'on le voyait vraiment comme le joueur qui allait s'affirmer aux côtés de Jean-Philippe Gbamin. Là, c'est plutôt Terry Egbe, qui n'était pas titulaire à Lorient, qui a pu surprendre un petit peu, d'ailleurs. Qui est un petit peu plus âgé, mais pareil, ça reste un jeune joueur qui découvre la Ligue 1. Moins jeune, certes. Je pense aussi que pour son agent, c'est pas mal de se montrer au mercato d'hiver. Là Ça aussi, c'est pour les plus tordus. Hein. Vous voyez soit une place de titulaire, soit 2 millions en plus sur le montant du transfert. C'est Ouais, vous qui mais voyez. c'est pas si tordu que ça, parce que on sait que lorsque Gbamin va revenir, difficile de mettre un tel joueur sur le banc, vu tout ce qu'il a apporté en termes de présence, de prestance, au niveau de la relance. On voit au niveau de la relance, Sadibou Sané, il a failli se rendre coupable d'une mauvaise chose en toute fin de match, mais on peut quand même saluer son bon match, c'est forcément positif. Après, est-ce qu'il va rester au FCMS? Il faut qu'il y en ait d'autres. Il faut qu'il enchaîne. Je pense qu'il est quand la même devant qualité Mpula dans la d'un hiérarchie. défenseur, c'est la régularité, la capacité à faire un minimum d'erreurs et la régularité. Là, un match, il fait un bon match, ok, mais moi je l'attends. Et il faut être très exigeant, je pense, avec lui et placer la barre très haute parce qu'il a des qualités. Mais il faut être exigeant sur la durée. Il ne faut pas qu'un match de temps en temps. Il faut qu'il apprenne aussi de ses erreurs, les cartons rouges, l'excès un petit peu de zèle. Il y a eu aussi l'extra sportif qui a contaminé un petit peu son début de saison, en négatif évidemment, avec un possible transfert. C'est pour ça que... Enfin, je comprends qu'on parle des millions, de la cote, des transferts, mais je pense qu'il faut le laisser tranquille, il faut le laisser travailler.
Il faut qu'il se dépollue l'esprit, et l'alpha et l'oméga, le début et la fin, c'est le terrain. Point barre. Il est bon, le reste suivra. Et il ne faut pas qu'il se pose de questions, il faut qu'il soit sérieux et qu'il bosse à l'entraînement. Mais il faut que le club a un rôle aussi de protéger un peu, de faire le filtre. De fermer la boutique, de lui signifier qu'on compte sur lui sur la fin de saison. Oui, parce que le signal que tu envoies à ton joueur, il faut qu'on te vende, on a besoin le joueur, lui, avec son agence, le téléphone, il sonne tous les jours. Donc je pense qu'il y a un lien de cause à effet par rapport à son début de saison. Outre le fait qu'il n'avait pas joué en Ligue 1, ou très peu avant, et qu'il fallait qu'il passe un step, ça c'est normal, mais dans la sérénité. Mais sa cote a sans doute baissé, mais on sait que dans le football, ça va très vite, notamment les jeunes joueurs, ils ont besoin quand même... tout le monde n'a pas la même adaptabilité à un championnat. Je pense qu'il a eu besoin quand même de quelques semaines, quelques mois pour s'acclimater à cette Ligue 1. Il avait un petit peu joué, mais c'était vraiment des bribes de match avec l'Aslo Bologna. Malheureusement, pour en revenir aux sportifs, là où il part avec un certain désavantage sur Terry Egbe, c'est certes dans les prestations de début de saison, mais aussi sur le fait que Jean-Philippe Gbamin est plus à l'aise axe droit. Sané joue aussi axe droit. Donc, qui va ressortir, j'ai envie de dire, gagnant de cette concurrence? Il va falloir patienter encore un peu pour ça. Il y aura encore des matchs. On reparlera évidemment de Jean-Philippe Gbamin qui est à la Coupe d'Afrique des Nations. Avant ça, évidemment, il y a une ouverture du score, mais aussi une égalisation pour Lorient dans ce match. On en a déjà parlé un petit peu. On va donc essayer d'aller un petit peu plus loin dans les propos de nos chroniqueurs. On a parlé de la passe en retrait ratée de Boubacar Traoré. Mais Bertrand, on s'est rendu compte que dans cette période-là du match, après l'ouverture du score, le FC Metz a un petit peu pris l'eau, notamment émotionnellement, et c'est pas la première fois de la saison. Là aussi, il y a un step à passer, parce qu'on a parlé de l'erreur de Boubacar Traoré, celle d'Alpha Touré derrière. Il y a eu un but qui a été refusé pour un hors-jeu limite, mais dans ce moment-là, le FC Metz n'a pas existé. Ouais, c'est des moments qui sont importants dans un match, parce qu'on sait que la gestion des temps faibles, c'est aussi clé de réussite. Et là, force de constater que le FC Metz a vacillé. Alors, le roseau, il a tangué, mais ils n'ont pas rompu. À 1 cm près, parce que là, s'il n'y a pas l'intervention de l'AVAR, encore une fois, ou en tout cas de l'assistance vidéo... il est validé. Il a été validé dans un premier temps. Exactement, dans un autre temps. Dans l'époque de l'année dernière déjà, où il y a peu de temps. À ton époque, tu aurais gagné ton duel. J'aurais levé le bras direct. Joué le bras en l'air. Oui. Le centre est somptueux. Il y en a un qui l'a levé là justement. Ouais. C'est Borby. Non, sur mon canapé. C'est des moments où il faut encore gagner en maturité. Et là, t'en parlais à juste titre, Aymeric, tu parlais de gestion émotionnelle. Là, c'est là qu'on voit que le FC Metz est encore fragile. Mais j'ai envie de vous dire, c'est logique dans la position où on est. On est dernier du championnat. On sait que Nantes a gagné. On sait que le match nul, surtout au vu de comment ils étaient en train de jouer, n'arrange pas les affaires. Donc à ce moment-là, ça tremble un petit peu et puis ça vacille. Alors on verra effectivement dans quelques semaines ou dans quelques mois si c'était un bon point ou au contraire. Pour ça, c'est important de ne pas le perdre ce match. Et le point là aussi amène de la confiance. Et tu disais tout à l'heure, c'est le propre des équipes mal classées. C'est un peu la psychose dès qu'on prend un but. Voilà, on se rappelle, il y a un historique des matchs précédents, donc on commence à trembler. Les équipes haut de tableau ne s'énervent pas, elles prennent un but, elles savent que elles peuvent revenir dans la partie. Après, quand tu es dernier, après il y a l'adversaire aussi. Il y a tout qui change. Le public se met à pousser. Dès qu'il y a une touche, un ballon récupéré, contré, tout le monde se lève. Les joueurs de Lorient sont sortis un petit peu de leur sommeil, pressés un petit peu plus, parce qu'ils savaient que ils revenaient de loin et qu'ils pouvaient gagner le match sur quelques actions. Les entrants de Lorient ont fait du bien aussi, à défaut... Le passeur et le buteur sont entrés en jeu quelques minutes auparavant. Et c'est un changement tactique. Ils passent à 2 attaquants. Ouais. Donc forcément, là, vous mettez plus de pression sur nos défenseurs. Ils sont venus un petit peu plus haut. Une jeune charnière centrale en plus. Clairement. Ouais. Donc, c'est pas mal d'absence. C'est 5 joueurs qui étaient titulaires au dernier match qui sont à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il a fallu changer des plans et finalement, ça s'est pas mal passé. Pas aussi bien
que ce qu'Olivier Pantaloni aurait espéré sûrement, mais bon, finalement, ça fait un point. Ils restent invincibles chez eux. Ils sont sur une série de 6 matchs sans défaite, je crois. Oui. Tu as parlé tout à l'heure du match du Paris Saint-Germain. Tu regardes un petit peu d'autres rencontres. Tout le monde ne l'a pas fait, donc on va revenir sur les résultats, évidemment, de cette 17e journée qui avait commencé par la large victoire de Lens sur la pelouse de Toulouse, 3-0. Victoire de Lyon, 3-1 à Monaco. Match nul entre Nice et Strasbourg, 1 but partout. Victoire de Rennes à Lille, 2-0. Pareil pour Nantes sur la pelouse de Marseille. Brest s'est imposé face à Auxerre sur le même score. Le Havre-Angers 2-1 pour le Havre et le Paris-SG s'est imposé face au Paris FC. Au classement, on a enfin une vue sur la moitié de saison. Le champion d'automne, c'est le Racing Club de Lens avec 40 points, suivi de près par le Paris Saint-Germain. Ça y est, il y a un petit trou qui s'est fait en haut du tableau. Certains clubs ont coulé, comme Monaco qui est 9e, ou encore le Paris FC, 15e désormais. En bas de tableau, Nantes, Auxerre, Metz se tiennent en 2 points. Arthur, Metz est dernier, Metz n'est pas largué au classement. Ça accentue un peu tout, la frustration, mais en même temps, tu te dis que tout est encore faisable pour cette deuxième partie de saison, car il y a encore beaucoup de matchs. Tout est faisable, mais au risque de répéter ce qu'on disait déjà en 2025, va falloir commencer à gagner des matchs. Il va pas falloir traîner, parce que même si c'est Strasbourg qui arrive, même si c'est Lyon qui arrive, même s'il y a des matchs compliqués, va falloir créer des exploits. Les autres le font. Nantes l'a fait à Marseille, Lorient l'a fait à plusieurs reprises. C'est pour ça qu'ils sont confortablement installés dans ce Et milieu de on l'a tableau. fait aussi. On l'a fait, mais que trop peu, malheureusement. Trop peu sur 3 matchs. Mais oui, il faudra prendre des 17, ça fait points. pas beaucoup. Oui, c'est sûr. Mais cette équipe, elle est capable de le faire maintenant. Est-ce qu'en ces circonstances-là, sans ces joueurs qui sont à la CAN, je pense notamment à Habib Diallo, parce que c'est pas contre le pauvre Ibou Sané, mais c'est pas du tout la même chose avec on commence lui. à penser à la Habib Diallo dépendance, pardon. Mais... Il ne pèse pas du tout quand il est tout seul en pointe de l'attaque, donc va falloir vite prier pour qu'il revienne, notre ami Habib Diallo. Moi, je pense que c'est déjà une chance, et il faut la mesurer, d'être encore dans la course, parce qu'avec 9 matchs et 2 points début de saison, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui auraient eu la capacité un petit peu à se remettre dans le game. Et je pense que ça peut être que mieux, parce qu'il y a quand même des progrès, il y a quand même un effectif qui a beaucoup souffert en début de saison, qui a réglé quelques soucis. Et, Montpellier ne l'a pas fait l'année dernière, par exemple. Quoi ? Ce résultat très compliqué en début de saison, finalement, ils sont restés tout en bas, quoi. Alors que là, oui, on est encore... et de toute façon, il faut se dire que ça va être dur jusqu'à la fin. Donc, il faut être armé psychologiquement. Et oui, on va encore perdre des matchs. Il y a encore des fois, on va être 16e, 17e, et puis on va repasser dernier. Mais il faut être psychologiquement armé pour lutter jusqu'en fin de saison. Il n'y aura évidemment aucun match facile. Là, il y a Strasbourg, ils changent de coach. Peut-être que c'est le moment aussi de les prendre. Et surtout, c'est un derby, il n'y a plus de classement. C'est pas Strasbourg qui est, je ne sais pas, ils sont 8e ou 9e, je sais pas. Seulement 7e. 7e et nous derniers. C'est un derby, donc il faudra gagner avec les armes d'un derby, c'est-à-dire la détermination, l'engagement et le mental. Tu l'as dit, il faudrait être prêt mentalement. J'espère que vous le serez, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en très peu de temps. On va tout de suite passer à la deuxième partie de cette émission, c'est l'actu. Et oui, tu les abandonnes une semaine et demie, ils ont plein de choses à dire et finalement en une heure, ça rentre plus. Donc il va falloir qu'on accélère un petit peu. Évidemment, on a parlé de toutes ces informations que vous n'avez peut-être pas vu passer entre 2 repas pendant les fêtes. Il y avait notamment cette Coupe d'Afrique des Nations, on en a parlé avec notamment Cheikh Sabali et Habib Diallo qui sont avec le Sénégal. Petit tour rapide de ce qui s'est passé. Le Sénégal qui a fini premier de son groupe à égalité de points avec la République démocratique du Congo. 2 victoires, un match nul. Du côté des joueurs du FC Metz, Sabali est entré en jeu 2 fois pour une passe décisive, c'était contre le Botswana. Habib Diallo, c'est 2 matchs, une titularisation et 1 but. Lors du 8e de finale contre le Soudan, les 2 ne sont pas entrés en jeu. Très rapidement, Bertrand, est-ce qu'il faut être frustré de voir ces 2 joueurs partir en sélection mais ne pas avoir beaucoup de temps de jeu, ou est-ce que ça reste quand même une bonne chose ? Les 2 étaient décisifs à leur manière, malgré tout. C'est pas une bonne chose qu'ils soient absents par rapport au FC Metz. C'est une bonne chose pour eux à titre personnel, parce que là, ils vivent une expérience qui est forte et ils représentent leur pays. Le Sénégal fait partie quand même des favoris. À noter que notre ancien messin, Sadio Mané, formé à Génération Foot et au FC Metz, vient de passer meilleur passeur de l'histoire de la CAN.
c'est quand même une sacrée performance. Donc, il vient de passer devant Yaya Touré avec ses 2 passes décisives. Petit nom, du Voilà. tout. Donc, Parmi tant d'autres. Tu le faisais beaucoup bosser les passes, tu me disais tout à l'heure. moi, personnellement, Les je ne l'ai dernières pas eu, passes. donc je ne pourrais pas m'approprier et ce n'est pas ma façon de faire. Peut-être à d'autres. Non, bravo à lui, bravo au FC Metz, bravo à tous les clubs où il a pu évoluer. Mais en tout cas, ça reste un Messin quand même de cœur. Et puis, un peu plus compliqué pour Kalidou avec son expulsion, mais... Il y aura d'autres matchs. En tout cas, au moins un quart, et après j'espère un peu plus pour eux. Donc non, formidable expérience. Et à souligner aussi, si on parle des anciens Messins, Olivier Kemen avec le Cameroun, qui a fait une rentrée hier, qui était titulaire sur le 3e match. Garçon aussi formé à Metz, 96, la génération de Gauthier Hein, de Mathieu Hudol. La mienne aussi. Et la tienne, écoute, tu vois, je dorée. ne me souviens pas de toi dans regarde, les effectifs, mais par contre, Il y en a qui marquent plus que d'autres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? non, je t'ai vu en situation au 5. Ah oui, non, mais tu m'as pas entraîné non plus. On a un point commun avec Sadio Mané. Après, voilà, chacun a celui qui veut. Mais faire bon, monter le temps et puis on relance l'affaire. peut-être passer à côté de quelque chose. Non, en tout cas, voilà, il y a des Messins qui brillent, donc en tout cas des anciens. Même si pour l'instant, effectivement, Habib a marqué quand même. Et puis Tchèque Sabali a fait une passe D. Donc, Justement, voilà. cette passe décisive, Arthur, je vais aller titiller ton esprit un peu tordu, on le sait. Il fait aussi partie des noms qui sont sur le départ. La petite passe décisive, on prend pour les enchères. Lui, il prend en tout cas parce qu'il est libre, en fin de saison, donc il peut s'engager n'importe où. Ça va être aussi un dossier à gérer pour le board du FC Metz. Pas évident parce qu'il faut attendre la fin de la compétition, je suppose, pour pouvoir débloquer un peu tout ça. C'est ça, d'autant qu'on sait à quel point le mercato estival a été complexe avec la gestion de son cas. On sait qu'il voulait partir. Alors on va dire qu'il a fait amende honorable, mais il y a quand même un petit malaise si ce n'est dans le groupe, au moins au niveau de son image auprès des supporters. Donc c'est complexe, mais je ne le vois pas prolonger avec le FC Metz. Sait-on jamais, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Est-ce que le FC Metz le vendra cet hiver ? S'il veut des liquidités, en tout cas, il n'aura pas trop le choix et il doit en trouver encore. Donc on va dire que c'est peut-être le meilleur moyen de rendre tout le monde heureux ou d'avoir des parties gagnantes dans l'histoire. C'est ça. Ce sera pas évidemment tant qu'il y aurait peut-être une recrue à son poste. Allez, je te mets la passe décisive. Il va falloir attendre, c'est un tout petit peu trop tôt. Il faudra qu'on travaille le timing. Ah bah oui, avant ça, évidemment, on va revenir sur le défenseur central, Jean-Philippe Bama, qui n'est pas défenseur central avec la Côte d'Ivoire, qui elle aussi a terminé première de son groupe, à égalité de points avec le Cameroun, dont tu parlais tout à l'heure, Bertrand. C'est 30 minutes de jeu seulement pour le joueur du FC Metz en tant que milieu défensif. Stéphane, quand même, petite question. Est-ce qu'on peut craindre un coup d'arrêt pour lui qui a enchaîné avec le FC Metz, qui était sur de très bonnes prestations? Là, cette Coupe d'Afrique des Nations, il joue pas, et en plus pas au poste où il joue au FC Metz, même si c'était son ancien poste, milieu défensif. Est-ce qu'on peut quand même être un petit peu inquiet ou pas? On ne sait jamais trop à l'avance. Déjà, il ne faudrait pas qu'il se blesse. Ça serait une bonne chose. Après, il a beaucoup joué durant cette première partie de saison. Et là, il joue moins. Il y a le changement de climat, le déplacement. L'influx nerveux aussi d'une compétition comme ça, on le sous-estime vraiment. L'aspect nerveux. Même en tant que remplaçant. Surtout quand tu es un favori. C'est assez usant. Oui, après, ça dépend comment ça se goupille ensuite. S'il gagne la CAN, je pense qu'il nerveusement, il sera bien de retour à l'aise mentalement. Après, le fait de ne pas jouer sur une trop longue période, oui, évidemment, on perd un petit peu le rythme, surtout s'il ne joue pas à son poste. Après, je n'ai pas trop d'inquiétude parce qu'il y a des préparateurs physiques du côté du FC Metz. Il y aura un petit peu une réathlétisation s'il en a besoin, et puis il va reprendre la compétition. Je sais que le FC Metz n'a pas vraiment le temps de passer par ces séances de réathlétisation, surtout quand on connaît l'importance du joueur. Quart de finale ce mardi soir face au Burkina Faso pour la Côte d'Ivoire. On verra bien ce qu'il se passera parce que l'aventure peut encore continuer. Le ballon en cloche en profondeur d'Arthur vient d'arriver à mes pieds. Il va être l'heure de parler mercato, messieurs. Et oui, il y a des informations qui font leur apparition. Vous l'avez vu sur les réseaux et selon nos informations, on peut le confirmer. Le contrat de 6 mois attend Bounassar qui devrait signer très prochainement au club. Arthur, un joueur comme lui aurait pu avoir un impact dans la rencontre d'hier, selon toi ?
c'est là que je te reconnais, Aymeric. Tu sais à quel point je suis vicelard. Oui, j'aurais aimé qu'il arrive plus tôt, Bounassar. Bon, je ne sais pas pourquoi ça s'est pas fait plus tôt, pourquoi c'est pas encore officiel à l'heure où nous parlons, mais on va quand même rester positif. Ça reste une bonne recrue à mon sens. Beau CV. Oui, beau CV, notamment du côté du FC Metz. On sait qu'il fait partie de cette génération de joueurs qui a fait renaître le club de ses cendres. La carrière de Bounassar a pris une tournure assez inattendue, notamment lorsqu'il a été replacé en tant que latéral droit. Après, il a connu une belle période à l'OM, une demi-finale de Coupe d'Europe. Il a aussi joué au Bayern, il a connu la sélection sénégalaise. Maintenant, quel Bounassar on va avoir ? Est-ce que c'est le défenseur ou est-ce que c'est le milieu de terrain offensif ? Ou les deux. Peut-être les deux, sait-on jamais. Il y a des rôles qui sont faits pour ça, celui de piston par exemple. En termes de polyvalence, mais je pense que si le FC Metz l'a signé, c'est qu'ils sont... il y a un plan. Ouais, il y a un plan. Ils ont été, je pense, épatés par son état physique. C'est qu'Yenny Nbakoto, sur ce plateau, il nous disait qu'il s'entretenait vraiment très bien. Oui, puis quand tu fais un test d'une semaine, voire d'un mois, et que finalement ça se transforme en 3 mois et demi, bon, tu fais les matchs amicaux, tu commences à dire que peut-être il se passe quelque chose. Il y avait peut-être anguille sous roche. Mais en tout cas, c'est bien d'amener une expérience comme ça dans ce vestiaire qui en a bien besoin, surtout un joueur qui, je pense, aime le FC Metz, vu ce qu'il a vécu ici. Petit mea culpa, j'ai dit quart de finale pour la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso, c'est les 8e. Voilà, je vais sauter un tour pour eux. Si vous pariez, c'est pas de ma faute. Voilà, je vous le dis comme ça. On revient au mercato. Les nouvelles ne sont pas forcément toujours bonnes, surtout quand il s'agit de départ d'après Foot Mercato. Il y a un joueur qui affole un petit peu les clubs du côté de la Ligue 1, mais pas que. C'est Titaishvili, évidemment, qui est resté sur une bonne fin d'année 2025. Il sera libre, évidemment, en juin prochain. L'OL, Lille, la Lazio ou encore Villarreal seraient sur le coup. Je me tourne vers toi, Stéphane, parce que je sais que tu es quelqu'un qui préfère le sportif à tout, qui met le sportif au-dessus de tout sur la table. Est-ce qu'il faut déjà tirer un trait sur un joueur comme ça quand on sait l'histoire du FC Metz, notamment quand on voit déjà l'attrait de ces clubs-là? Est-ce qu'on se dit que Titaishvili, dans 6 mois, c'est déjà fini, quoi? Là t'anticipes vraiment beaucoup. Et justement, il y a quand même beaucoup de choses. Il est en fin de contrat et je pense que quand tu as des clubs comme ça, c'est difficile pour Metz de retenir un joueur qui a de telles offres en face, quoi. Oui, on verra s'il a encore ses offres dans les mois qui viennent, les semaines, les mois qui viennent. Il est quoi, fin de contrat, c'est ça? C'est ça. Donc il peut signer dès à présent où il veut. Donc après, c'était au club à sécuriser peut-être le contrat avant et peut-être à anticiper les. Il est en prêt là. Alors il y a eu rupture de contrat. C'est ce dossier un peu compliqué quand tu viens d'Épilès. Apparemment, il y a rupture de contrat et c'est ça. En tout cas, que sur cette année-là. Il peut signer où il veut. Après, non, on peut pas nécessairement tirer un trait définitif. Comme je le dis, il y a beaucoup de rumeurs qui entourent certains joueurs. Il fait des bonnes prestations. C'est un joueur que j'apprécie sportivement parce qu'il a des qualités techniques, il est tonique, il peut prendre la profondeur. On l'a vu marquer contre Brest où il a résisté au retour de Lala. C'est un bon joueur qui doit passer encore des caps, notamment physique, athlétique. Mais il a du ballon dans une équipe qui joue. Vous parliez de Villarreal, entouré de joueurs qui ont du ballon. Il retrouverait un joueur qui est intéressant. C'est pas non plus. Comment ? Il retrouverait Mikotadze là-bas en plus. Oui, qui connaît un peu en sélection et qui est un bon joueur de ballon également. Après, c'est sûr que les bons joueurs, on préfère les garder à Metz. Est-ce qu'on aura la capacité financière? Quand je vois les noms que vous évoquez, évidemment non. On ne peut pas rivaliser, ni sportivement, ni financièrement. Mais après, l'avenir nous dira. Tu peux rajouter humainement dans des échanges que j'ai eus, très appréciés. Très appréciés par le staff, l'entourage, les joueurs. Très, très sensible à ce qui s'est passé malheureusement pour le jeune Tairis. Il ne le connaissait pas avant cette année. Et
au-delà des qualités qu'il peut avoir sur le plan sportif, comme tu le disais, humainement, et ça c'est important parce qu'au club on a des valeurs, et d'avoir ce genre de joueur, je pense qu'il correspond bien à l'esprit et les supporters le ressentent. Parce ça se voit sur le terrain, je ne le connais pas humainement, personnellement, mais c'est un joueur qui est généreux déjà, il râle pas, il bosse défensivement, pas évident pour un offensif, des fois il se retrouvait arrière-gauche ou piston à défendre, et il rechigne pas. Et ça, on retrouve souvent... C'est le cas de tout le monde ce week-end. Comment ? C'est le cas de tout le monde ce week-end. Mais on retrouve certainement des qualités humaines, personnelles, de générosité qu'on voit sur le terrain. Moi, ce que je ne comprends pas, si ce n'est pas un prêt du Dynamo Kiev, son ancien club, on sait que ça peut être compliqué, hein, la situation des clubs ukrainiens en ce moment. C'est effectivement, comme le disait Stéphane, pourquoi alors on n'est pas dans les... Tu fais pareil avec Jean-Philippe Bama, hein. Tu le fais signer qu'un an. Et déjà en fin de contrat. Pourquoi on n'a pas réussi à avoir ces joueurs ? En fait, la situation est un peu plus compliquée que ça. En fait, il était sous contrat au moment de se faire prêter, mais en fait, le contrat, je crois, a été mis entre parenthèses en mode finalement, il n'appartient pas à l'autre club. C'est un truc un peu compliqué. Oui, ce qui mais quoi qu'il arrive, son contrat arrive à terme. Ce qui permettait aux joueurs jouant dans les clubs russes et ukrainiens de pouvoir quitter plus facilement leur club pendant le conflit. On sait que le championnat ukrainien, il se joue en Pologne, il me semble, mais il a été arrêté pendant plusieurs saisons. Et forcément, les clubs russes sont exclus des compétitions européennes. Enfin bon, comme tu l'as dit, donc là, sur ce cas de figure-là, c'est peut-être un peu plus compréhensible que ce soit compliqué, à l'inverse, comme j'ai d'un Jean-Philippe Bama, où tu dis, un an, c'est un peu... Mais concernant Titiashvili et Abouashvili également, je comprends... le club, le FC Metz, c'est un pari aussi. Ils n'ont pas joué en Ligue 1. J'ai envie de te dire, fais tes preuves d'abord. Tu as l'opportunité de jouer en Ligue 1. Fais tes preuves et ensuite, on verra. Bon, après, si tu es trop bon, il y a des bons clubs, c'est un peu le jeu. Mais donner 2 ans de contrat ou 3 ans de contrat à un joueur qui n'a pas joué en Ligue 1, ni même en Ligue 2, parce que la France, c'est quand même un championnat majeur et c'est pas non plus, avec tout le respect que j'ai pour le championnat ukrainien ou russe. Voilà, après, il faut d'abord aussi faire ses preuves. C'est dans ces moments-là que tu remercies l'option d'achat. Ouais. Avec les prêts. Un peu globalement à ça. Il y a même des options de tu fais coup double avec de plus 1, peut-être de 1 plus 2. Jean-Philippe Bama, c'est pas un lapin de 3 semaines non plus. On sait, même s'il était en difficulté physiquement ces dernières années, il avait fait ses preuves. Titiashvili, ça reste un international qui avait impressionné en Espagne. Après parfois, en D2 espagnol, certes. Dans les négociations, c'est le joueur des fois qui veut pas. 2 ans. Aussi, oui. Parce que le joueur dit, moi je viens, je me relance, ou j'ai l'opportunité de jouer en Ligue 1, mais j'ai confiance en moi, je sais que je peux viser plus haut. La 2e année va me contrarier et me bloquer un petit peu dans mes projets. Je fais 1 an et ensuite je suis libre et je peux négocier avec chaque club. C'est pas tout le temps de revenir après à la table des négociations avec Metz là dans les prochaines semaines, par exemple. En position de force, oui. Je pense qu'en tout cas, oui, c'est peut-être aussi. Je vais être encore une fois mauvaise langue. Son agent a très bien travaillé après sa prestation incroyable contre le Paris Saint-Germain. S'il y a aussi ce genre de nom qui fuite. On sait que parfois c'est un petit peu surfait parce que même les plus grands clubs, ils ont des listes de joueurs qu'ils observent. Il y a une centaine de joueurs sur la liste, donc peut-être que c'est aussi une tactique de l'agent pour une bonne prolongation. Mais en tout cas, ça c'est. J'avais pas le bon agent. T'avais un agent à Bakou, si je puis me permettre. Un agent secret. En tout cas, Bakou, c'est là où t'as joué d'ailleurs. Mais il explique la vanne, c'est formidable. J'adore. Mais tout le monde est là. Espérons qu'il reste, mais j'y crois pas malheureusement. Il est bon lui. Il y a un joueur qu'on peut enlever à la liste aussi des agents justement pour le mercato, c'est Miralem Pjanic. Et oui, il y a eu la génération dorée de 96, mais en 90 aussi. Voilà, il faut le dire, il y a des joueurs avec du talent. Miralem Pjanic en faisait partie. Il a annoncé sa retraite dans les colonnes de Tout au Sport dans une interview. Lui qui se consacre désormais à sa vie de papa. Très rapidement, le retour sur la carrière de Miralem Pjanic. Des petits clubs par-ci par-là, le FC Metz, l'Olympique Lyonnais, l'AS Rome, la Juventus, Barcelone, ou encore plus récemment après à Beşiktaş, le Sharjah FC ou encore le CSKA à Moscou. Beau CV pour Miralem Pjanic, qui reste quand même un grand nom de la Ligue 1, qui est passé, comme on l'a dit, par Metz ou encore Lyon. Il y a eu la Bosnie-Herzégovine aussi, c'est un joueur qui a marqué.
Déjà jeune, hein, les grands clubs étaient, avant qu'il signe au FC Metz, étaient déjà présents. Donc c'est un garçon qui était Tu lui as promis. fait faire des passes à lui ou pas? Non, je sais Non pas, plus. ça c'est vos histoires à vous. Ça. Mais c'est bien, vous êtes dans un délire, j'apprécie, c'est bien. Non, mais par contre, t'étais à la formation à Metz, donc tu as formé beaucoup de joueurs et beaucoup de... Mireille, par contre, je l'ai eu en tant qu'adversaire quand je coachais les jeunes à Manille. Et je te confirme, moins drôle. Évident. Parce que là, où il était particulier, Mireille, c'est que c'était ce genre de joueur où il faisait des choses que toi-même, sur le côté, tu n'avais pas vues. Et là, quand il faisait ce genre de passe, tu te dis, ah ouais, lui, il a quand même quelque chose que les autres n'ont pas. Il peut éventuellement faire quelque chose de bien. Et ça s'est confirmé parce que bien encadré, bien accompagné, humble, travailleur. Voilà, il n'y a pas que ses facultés. Il est d'où de loin de Metz, non? Il est À l'origine? Il est luxembourgeois, donc. Luxembourg. Donc, Ouais. non, mais c'est un peu ironique ce que je dis, mais ce qui prouve qu'on a d'excellents joueurs dans la région. Région, j'entends 100-150 km autour de Metz, il y a d'excellents joueurs qui Comme méritent... Gautiane, comme Mathieu Udol. Oui, La grande qui, région. qui méritent leur chance Un Messin, un d'être Survillois. pris à développer. C'est sûr. Il y a des très bons joueurs. T'es passé à côté de moi finalement. Bah peut-être, oui. Eh ben, Passer au travers des moins règles sûr. du fait. Moi, il y a un j'ai pas petit eu doute la- à ma droite quand même. Ah bah vous êtes chaud les gars. J'ai pas eu la On y chance va, de hein. jouer avec lui, mais j'ai connu deux excellents deux génies du football, on peut le dire, Julien François et Laurent Aguazi, qui ont joué avec Mireille Pjanic. Et tous les deux, ils m'ont dit, quand il est arrivé à l'entraînement, le premier entraînement, il avait, je crois, 16 ans et demi, 17 ans avec les pros. Hein. Il a mis tout le monde d'accord. De son aisance technique et sa vision du jeu, ça semblait être d'une simplicité. Il prenait le ballon, c'était vraiment naturel. Puis bon, après, il a fait une carrière quand même sympa après. Pour rebondir Arthur, sur ce que disait Stéphane, ouais, justement, du vivier de la région, si on descend dans les Vosges, on a eu un Khalidou Koulibaly, je crois que tu l'as davantage connu. Non plus. Il n'a connu personne. Ah bah tous ceux qui réussissent, je les ai pas eus. Hein. Ça prouve effectivement qu'il faut avoir l'œil vraiment sur notre région. Il peut y avoir des super footballeurs qui en sortent. Et pour revenir à Pjanic, Justement, j'ai une petite question pour toi avant la fin, parce qu'on arrive à la fin. Vas-y, je t'en C'est prie. vrai que voilà, j'ai envie d'aller titiller un petit peu ton esprit tordu. C'est ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait toute l'émission. Et c'est vrai ce que qu'on j'ai l'a fait vu il n'y a toute pas si l'émission longtemps que aussi. ça avec un maillot du FC Metz parce qu'il était de passage à Saint-Symphorien. On avait espéré, pourquoi pas, un dernier tour de piste. Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui, avec ce tremplin, aurait pu aider, peu importe son rôle dans ce club-là? Est-ce que tu aurais aimé le revoir une dernière fois ou pas? c'est sûr que pour l'affect, ça aurait été magnifique, merveilleux de le revoir. Le Maintenant, flocage serait parti instantanément du côté d'Arthur. peut-être. Mais il était dans des championnats, dans des contrées qui Je crois qu'il a des problèmes de genoux aussi. étaient autrement plus... Petite info. C'est nouveau, on va t'appeler Constant et médecin du club. Et les Petite vétérans info médicale. Avec les Ah, vétérans on peut le récupérer. Alors j'ai fait un appel. Voilà, on peut alors il ira un peu sur le banc au début parce qu'il faut qu'il fasse sa place. Mais il peut venir si on a besoin. pas le prendre en essai, là Arrière droit, piston vous droit. vous avez un petit moment de cohésion au Maroc prochainement Oui, avec l'équipe vétéran là. exactement. Eh ben, il est invité, comme nous tous d'ailleurs, n'est-ce On pas? va superviser la CAN. Ah tu vas Émeric Bah, et je me le souhaite. Oui, Je lance un appel moi aussi. Je lance un appel, des messages sur qui veut m'emmener dans sa valise. Et malheureusement, ça ne s'est entendu. pas fait. Peut-être que ça ne correspondait pas au niveau du salaire, des envies du joueur aussi, parce qu'il a quand même fait des beaux clubs hein, sur la fin de sa carrière. Mais Tout la Juve. ouais, je pense que c'est là qu'il était vraiment à son prime. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il a commencé en numéro 10 à Metz, il a un petit peu redescendu en 8. Et dans ce rôle de numéro 6, Regista, il était incroyable. Et ça commence. Première émission, il- j'en ai déjà perdu parle. 2,5 là. Mais moi, je suis concentré sur ce qu'il dit, mais à ses côtés, c'est mort. Tu mets une En pièce, face. Arthur, il part. Ah putain, Morbihan. D'ailleurs, je l'ai entraîné quand j'étais éducateur. Ouais. Visiblement, c'est mieux de l'entraîner que de jouer face à lui. C'est ce qu'il faut retenir. Et malheureusement, on tant est que tu déjà l'as à la pas fin de coiffé, cette ça va. émission. Et il va leur falloir un peu de temps, à mon avis, pour se remettre de tout ce qui s'est passé dans cette dernière heure. Merci de m'avoir
suivi, messieurs. Bon rétablissement à vous aussi, hein, parce que là, vous êtes partis pendant au moins une bonne heure, là, je le sens. Merci. Pas près de quitter ce plateau, malheureusement, il le faut. On se retrouve à Marrakech, je l'espère, mais avant ça, on se retrouvera jeudi pour une nouvelle émission. C'est reparti pour l'année 2026. À très vite sur Moselle TV.